je vais effectivement te parler de mon expérience à travers ce film et rentrer dans le concret, comme tu dis, Fawzi, si bien. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser, en écoutant la manière dont ce matin on est passé de l'extrême au moyen et puis au Proche-Orient, que la manière que tu as d'introduire chaque fois des débats si importants que celui-ci est toujours très étonnante et passionnante. Et pleine de sens aussi, parce que en vous écoutant, Madame, ce matin, je me disais qu'un petit peu de sagesse indienne insufflée dans cette ère que tu qualifies un peu de stratosphérique, Palestine, Israël, nous ferait beaucoup de bien dans cette région-là du monde. Et puis en vous écoutant et en écoutant votre magnifique texte sur la révolution égyptienne, je ne pouvais que m'interroger, et c'est le cas depuis quelques mois déjà, savoir dans cette région-là du monde, il y a encore une terre, et très franchement, je me demande pourquoi, qui n'a pas fait l'objet de soulèvements populaires, c'est justement les territoires palestiniens. Et dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer dans la région, je ne peux qu'être surpris par ça. Après la première et la deuxième intifada, je m'attendais réellement, avec ce printemps arabe, à ce que des mouvements populaires très vastes puissent faire entendre leur voix dans les territoires occupés. Alors, ce dont vient de parler Edgar est évidemment le cœur du problème. Enfin, un des points que vient de discuter Edgar est un des cœurs du problème. En l'occurrence, dans ces révolutions arabes, ce que réclament ces peuples, finalement, c'est la scission entre le sacré, incarné magnifiquement en Palestine, Israël, par le religieux, et le politique. C'est en gros, arrêtons de vouloir arrêtons au nom de principes religieux de vouloir lier un ancrage pour des raisons bibliques sur telle ou telle partie de la terre. Et c'est malheureusement la raison qui fait qu'aujourd'hui ce conflit s'enlise, c'est que petit à petit on est passé d'un conflit politique à un conflit religieux. Or, j'aimerais le dire ici et j'aimerais le répéter, le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit politique. En allant sur place, j'étais à la fois plein d'espoir et plein d'idéaux, et en même temps, je m'attendais à tout. J'en suis ressorti avec des sentiments très mitigés. Plein d'espoir parce que ce conflit, avec le temps, est devenu mon conflit. Et je vais vous expliquer en deux mots pourquoi. Je suis issu d'une double identité, double culture. Un père marocain, musulman, présent aujourd'hui d'ailleurs, que je salue. Et puis une mère juive, française d'origine tunisienne. Voilà. Et je suis né en 1969 à Paris. Je suis né, je disais, en 1969 à Paris, donc comme le fruit d'une union, en plus en 1969, où on pouvait imaginer que dans la foulée de 68, voilà, on était dans un monde en pleine dynamique, en plein mouvement, que des choses allaient peut-être pouvoir se passer là-bas aussi au Proche-Orient. Et il n'en a rien été, malheureusement. Mais toujours est-il que j'ai grandi avec ce conflit, ma conscience politique s'est éveillée avec ce conflit, et je dirais même qu'au-delà de ma conscience politique, mon rapport au monde, le rapport aux gens qui m'entourent, qui ont façonné ma jeunesse, mon adolescence, s'est fait à travers le conflit israélo-palestinien. Et je l'ai longtemps fantasmé, je l'ai longtemps rêvé, ce conflit, et je l'ai longtemps surtout observé à travers à la fois le prisme des médias, très déformant, vous pouvez l'imaginer, et puis en même temps à travers mes deux familles, juive et musulmane. Alors, dans les fêtes religieuses, ici, là-bas, dans les discussions enflammées, quand, voilà, au milieu d'une des soirées, l'actualité reprenait le dessus à travers la petite lucarne qu'est la télévision et nous annonçait un attentat, des morts, des fusillades. Et j'ai longtemps souffert, je le dis avec beaucoup de sincérité, j'ai longtemps souffert de ce double ancrage, de cette double identité, parce que je ne savais pas trop bien comment la porter, je ne savais pas trop bien comment la prendre. Et puis c'est vrai, quand on est petit, on a un peu tendance à vouloir appartenir à un groupe, à un ensemble, noir, blanc, vert, jaune. Et quand on est à moitié noir, à moitié blanc, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Voilà. Et puis grâce au cinéma,
qui m'a donné la possibilité de m'exprimer, qui a été un vecteur. J'ai pu laisser sortir tout ça, des thèmes aussi importants que la quête identitaire, par exemple, qui ont jalonné les films que j'ai fait jusqu'à présent, m'ont aidé à porter cette petite voix, ce conflit, et à essayer de le traiter, de le développer, mais tout en tournant autour sans jamais vraiment savoir comment l'aborder. Et j'y suis arrivé avec ce film, avec Myland. Pendant très longtemps, j'ai boycotté Israël, j'ai refusé de mettre les pieds en Israël pour des raisons idéologiques et politiques, et je pense avoir fait une erreur, parce que le jour où j'ai finalement été en Israël, c'était en 2003, par l'intermédiaire d'une amie réalisatrice, Yael Perlov, qui est la fille d'un très grand documentariste israélien, David Perlov. J'ai découvert une réalité sur place, une réalité pleine de nuances, évidemment, une réalité très contrastée, qui n'effaçait pas les grands schémas politiques, idéologiques qui ont jalonné ma pensée sur ce problème. Mais enfin voilà, j'ai pu dresser une frontière entre le politique et l'humain. Et j'ai eu envie de m'intéresser à ce conflit, non plus d'un point de vue politique, géographique, démographique ou autre. D'une part parce que je ne pensais pas en avoir la légitimité, et puis d'autres gens l'ont fait très bien avant, mais d'un point de vue humain. Et la démarche, qui a été assez longue, puisque c'est un processus qui a commencé en 2003 et qui s'est concrétisé en 2009 par le tournage du film, ça a été de savoir comment approcher cette problématique d'un point de vue humain, et ça a été d'aller rencontrer, d'une part, des vieux réfugiés palestiniens d'avant 1948, qui vivent dans des camps du Liban, alors essentiellement le sud Liban, mais également Sabra et Shatila, dans la région de Beyrouth, de les écouter, de leur donner la parole pour qu'ils me racontent leurs histoires personnelles, et en même temps parce qu'on a déjà écouté des histoires palestiniennes, beaucoup, tragiques, malheureusement, j'avais pas envie d'en faire un film tel quel, j'avais envie d'aller les faire entendre à des jeunes Israéliens, mais en sautant 2 générations, c'est-à-dire que ces Palestiniens que j'ai rencontrés ont environ 80 ans, ils ont vécu la Nakba, ils ont vécu 48, ils ont vécu l'Exode, ils ne sont jamais retournés sur leur terre depuis plus de 60 ans, donc ils la vivent par procuration, cette terre, dans une mémoire figée, arrêtée, figée parce que sans aucune perspective, ni mentale ni physique. Ils vivent dans des camps entre 4 murs avec devant eux, comme seule vue, un mur supplémentaire. Et puis, de l'autre côté, des Israéliens de 20 ans qui construisent leur pays, qui construisent l'avenir de leur pays, qui sont dans une dynamique, dans un mouvement, dans une créativité incroyable, hors norme, connectés, immensément connectés au monde qui les entoure. Et puis, dès qu'on leur parle de mémoire palestinienne, alors là, il n'y a plus rien. Il y a une espèce de blackout total. Il y a une espèce de déconnexion, justement, qui crée une espèce de no man's land mental et intellectuel autour d'eux. C'est fascinant à observer. C'est fascinant parce qu'extrêmement paradoxal. Et cette mémoire oubliée ou cette mémoire jamais apprise, malheureusement, à cause du lavage de cerveau en Israël, à cause des médias, à cause des manuels scolaires, à cause du gouvernement, à cause de la peur panique sur laquelle s'est construite cet État et sur laquelle survit aujourd'hui l'État d'Israël, c'est une peur panique et paranoïaque, fait qu'ils sont dans l'oubli et finalement d'un statut de problème dans leur tête à résoudre, les Palestiniens petit à petit ont glissé vers un statut de concept au contour d'ailleurs un petit peu abstrait, parce que ils ont envie d'oublier. Pour ne pas se souvenir, ils ont envie d'oublier. Alors, ils vont en boîte, ils défilent à la Gay Pride, ils sont extrêmement occidentaux dans leur tête, et on a l'impression qu'il manque cet ancrage dans la région dans laquelle ils vivent, dans la région du monde dans laquelle ils vivent, le Proche-Orient, cet ancrage avec les pays qui les entourent. Et j'avais envie de leur insuffler un petit peu de cette mémoire. Éveil est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, confrontation avec cette mémoire palestinienne. Et pendant
plusieurs mois, à travers différents voyages, j'ai été à leur rencontre et je leur ai montré ces images de vieux réfugiés palestiniens qui parlent, qui racontent, qui se racontent et qui leur parlent, surtout à eux, en les interpellant. Avec beaucoup de sagesse, je dirais que j'ai été extrêmement touché par le fait qu'à aucun moment j'ai ressenti une once de haine ou d'antisémitisme dans le discours palestinien. Et pourtant, c'est des gens qui vivent comme des animaux depuis 62 ans dans des camps. Parce que je ne vous dis pas les conditions de vie dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban, principalement. Le problème des réfugiés est au cœur des discussions actuellement et depuis longtemps entre les deux parties. Et c'est vrai qu'il y a des réfugiés en Jordanie, en Syrie, qui vivent de manière un peu plus digne, mais enfin les réfugiés palestiniens du Liban, vraiment je ne peux pas faire une autre comparaison que celle des animaux. Ils vivent sans citoyenneté, sans passeport, sans droit de voyager et sans le droit de travailler. Voilà. Et ils n'ont pas le droit d'acheter une maison. Alors ça, c'est pas que de la faute d'Israël, évidemment. Il y a une hypocrisie arabe à ce niveau-là qui est très forte. Ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. Le fait pour le Liban de les maintenir dans cette espèce de zone de non-droit, c'est aussi une façon de ne pas reconnaître Israël. Or, en allant en Israël, en rencontrant cette jeunesse israélienne, on ne peut pas faire fi aujourd'hui de l'existence de cet État, quoi qu'on en pense. C'est un État qui s'est bâti pour des raisons concrètes, les pogroms, l'Holocauste, on ne va pas revenir là-dessus, en 1948. Ça a été une bonne chose, ça a été une mauvaise chose, je ne sais pas, je ne suis pas là pour le dire. Beaucoup de gens dans le monde ont des opinions très diverses là-dessus, à commencer par des juifs que j'ai rencontrés qui pensent qu'il ne devrait pas y avoir d'État d'Israël, et d'autres le contraire, bien évidemment. Mais en tout cas, quoi qu'on en pense, cet État est là aujourd'hui, et je pense que c'est une immense hypocrisie de vouloir prétendre qu'il ne l'est pas, parce que là, on met en danger des gens, et surtout, on met en danger la dignité de ces gens, en l'occurrence ces réfugiés palestiniens. Donc traitons avec cet État, faisons avec cet État, et discutons concrètement en mettant sur la table les vraies raisons qui pourraient nous aider à résoudre cette problématique. Et j'étais en allant dans la région à la rencontre de beaucoup de monde, et j'en suis ressorti avec finalement des rêves un petit peu brisés, parce que je me suis rendu compte à quel point finalement il y a un désintérêt très très fort de la population israélienne pour ce conflit, et à quel point aujourd'hui cette peur panique dont je parlais tout à l'heure s'est emparée des cœurs et des âmes palestiniennes, et à quel point aujourd'hui il est difficile de proposer une solution concrète. On parle effectivement, Obama parle de la frontière de la ligne verte 67 comme étant la frontière vers laquelle on doit revenir. Moi, j'ai arpenté cette ligne verte des deux côtés. Je suis rentré également dans des colonies qui sont plus des colonies aujourd'hui, qui ont été construites comme des villes où il y a 300 000 habitants. Et je crois qu'on est là au cœur même de l'erreur stratégique d'Israël, du virage où Israël est passé finalement d'une volonté et d'un sentiment de survie à un sentiment de suicide. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu en allant sur place. On est rentré dans une logique suicidaire dans laquelle il est extrêmement difficile